Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur la culture comique en France. Alors jusque maintenant, nous avons survolé des périodes historiques et avons isolé à chaque fois une figure qui semble représenter chacune d'entre elles de façon plus panoramique. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attarde donc sur la première moitié du XXe siècle, une période qui sera également très compliquée au niveau géopolitique et verra des humoristes surgir dans le chaos et dans les climats tendus pour faire de la comédie un outil à la portée de toutes et de tous pour savoir aussi décoder ces idéologies qui montent, quelles qu'elles soient, et éduquer le public à percevoir la réalité avec l'humour dont nous pouvons disposer. Nous l'avons maintenant compris, l'humour et la politique se cherchent l'un et l'autre constamment. En France, on continue de voir la croissance des revues comiques en tout genre, notamment, bien que cet humour ne soit pas toujours le même et qu'il varie selon l'humour des Français. Alors pendant la Première Guerre mondiale, l'humour en France a joué un rôle important pour soutenir la population confrontée aux horreurs de la guerre, à la réalité des tranchées. Certains humoristes et artistes ont su trouver justement des formes d'humour adaptées à cette période sombre de l'histoire, tout en gardant un ton léger et satirique. Voici donc quelques grandes figures comiques et réformatrices de l'humour en France pendant la Première Guerre mondiale. Alors, nous avons tout d'abord ici Sacha Guitry, un dramaturge, un acteur et un réalisateur français. Sacha Guitry était connu pour son esprit caustique et ses répliques cinglantes. Pendant la guerre, il a continué à produire des pièces de théâtre et des films qui ont contribué à divertir ce public déprimé et à apporter un peu de légèreté dans un contexte difficile. Et puis nous avons également ici Maurice Chevalier. Alors Maurice Chevalier était aussi un chanteur, en plus d'être acteur et humoriste. Maurice Chevalier était une figure incontournable, bien évidemment, du music-hall français pendant la Première Guerre mondiale. Il a su charmer le public avec son humour pétillant et ses chansons entraînantes, important un peu de joie dans le cœur de ses spectateurs. Alors ces artistes ont contribué à maintenir un esprit de résistance également et de solidarité qui était nécessaire pendant la Première Guerre mondiale en utilisant l'humour comme un moyen de justement rassembler en même temps que de divertir cette population française. Alors, cette première moitié du XXe siècle, elle est largement influencée par les idées de Sigmund Freud et la montée en puissance de cette psychanalyse freudienne. Alors, les théories de Freud sur l'humour ont eu bien entendu un impact majeur sur le développement du comique en France dans les années 1910, 1920, 1930 et même au-delà jusqu'au présent. Alors, en mettant en avant l'idée que l'humour est une forme de sublimation des pulsions refoulées chez les individus, Freud a ouvert la voie à une nouvelle approche de la comédie qui allait donc influencer de nombreux artistes et intellectuels de l'époque qui donc se mettent à réfléchir vraiment à la nature du comique à travers la discipline qui vient de naître, cette psychanalyse. En incorporant les concepts freudiens dans leur travail, dans leurs spectacles, dans leurs productions, les humoristes français ont pu donc explorer de manière plus profonde les aspects psychologiques et sociaux de l'humour. Ils ont notamment abordé des sujets tabous et controversés, avec plus de liberté, en mettant également en lumière les contradictions et les tensions de la société de l'époque. De plus, les théories de Sigmund Freud ont permis aux humoristes de créer des personnages beaucoup plus complexes, beaucoup plus ambivalents, des personnages qui remettaient en question les normes et les conventions établies. Cette approche plus subversive et intellectuelle du comique a contribué à renouveler le genre et à poser les bases d'un humour plus sophistiqué et plus réfléchi. Et en réformant le comique en France, les théories de Freud ont également influencé d'autres formes d'art, notamment le cinéma, la littérature et le théâtre. Ces théories ont contribué à élargir le champ des possibles et à stimuler la créativité des artistes de l'époque en les encourageant à explorer de nouvelles voies et en même temps à repousser les limites de l'humour traditionnel. Alors, après la Première Guerre mondiale, qui a officiellement lieu entre 1914 et 1918,
la France va rentrer dans une période que l'on identifie souvent comme les années folles, ce qui dénote déjà en soi une grande envie de joie et d'humour. Bien que ces années ne soient pas vraiment folles pour tout le monde, il faut le dire, et que les troubles politiques demeurent et grandissent, et que les idéologies opposées, comme le fascisme et le communisme, continuent de se développer, il est important de noter qu'en parallèle, le cinéma va lui aussi se développer et permettre la plus large diffusion de cet humour de comédie de boulevard qui a prospéré dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc il est maintenant possible, grâce au cinéma, d'atteindre de plus vastes audiences, de faire rire plus de personnes. Donc les toiles et les projecteurs commencent à remplacer progressivement les acteurs et les décors sur la scène des théâtres. Les films de Charlie Chaplin, par exemple, deviennent une référence pour le public français à cette époque. Et le succès de cet acteur britannique est incomparable. Dans ce sens, on peut dire que Charlie Chaplin va diffuser de nouveaux recours comiques qui inspireront plusieurs générations d'acteurs comiques par la suite. Donc, l'humour de cette époque est certes bien souvent explosif et très caricatural ou stéréotypé, mais il est souvent de nature aussi préventive. Il cherche à prévenir et à éveiller le public, l'aider à décoder les discours idéologiques. En littérature, le comique continue de fleurir. Ce n'est pas parce que le cinéma se développe que le théâtre et l'inspiration des auteurs, des dramaturges, va diminuer. Au contraire, le comique cherche à atteindre toutes les sphères de la société et à montrer comment les dynamiques des tensions politiques existent aussi à petite échelle dans les provinces, dans les campagnes, dans les terroirs de la France, dans le monde rural. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la figure de Jules Romain, auteur du célèbre Dr. Knock, un grand classique de l'humour français au théâtre. On voit ici d'ailleurs l'affiche de la version cinématographique de cette œuvre réalisée en 2017, dans laquelle le Dr. Knock est interprété par Omar Sy, une grande figure comique de nos jours. Romain est une figure respectée dans les autres branches de la littérature, pas seulement dans le comique, et il est notamment connu pour ses écrits philosophiques ou quand même politiques. Jules Romain, dans ce sens, pourrait être perçu comme un autre Molière en raison de plusieurs similitudes entre ces deux auteurs. Non, premièrement, les deux sont des dramaturges français célèbres, tous deux reconnus pour leur contribution majeure, non seulement au théâtre français, mais à la littérature en général. Alors, numéro 2, comme Molière, Jules Romain était un maître de la comédie et de la satire sociale, utilisant essentiellement l'humour pour critiquer la société de son époque. Troisièmement, les deux auteurs ont créé des personnages et des situations comiques qui mettent en lumière non seulement les travers, mais également les hypocrisies de la société contemporaine. Quatrièmement, ils ont également utilisé le langage et les dialogues de manière subtile pour souligner les absurdités et les incohérences des comportements humains. Cinquièmement, enfin, tout comme Molière, Jules Romain a laissé un héritage durable dans le monde du théâtre français et a influencé de nombreux dramaturges ultérieurs. Mais avant cette version de 2017 de Dr. Knock, il y a bien entendu des versions antérieures. Ici, on voit par exemple une des premières adaptations au cinéma de la pièce de Jules Romain, dans laquelle, cette fois-ci, le docteur, le personnage central, est interprété par Louis Jouvet, un monument, un acteur monument qui a joué dans des pièces de Molière des centaines de fois avant de se lancer dans le rôle de Knock. Cette pièce est, selon moi, donc une histoire prototype. Pourquoi ? Dr. Knock de Jules Romain pourrait être qualifiée de prototype car elle met en scène un médecin charismatique et manipulateur qui parvient à convaincre toute une petite ville qu'elle est malade et ainsi à attirer de nombreux patients à sa nouvelle clinique. Ce personnage emblématique incarne parfaitement les dangers de la manipulation des discours et des croyances, ainsi que le pouvoir de persuasion des autorités médicales. En cela, Dr. Knock peut être considéré comme un prototype des œuvres mettant en lumière les abus de pouvoir et les manipulations dans le domaine de la santé et de la médecine.
Dans cet univers réduit du village, Jules Romain met en relief des dynamiques qui reflètent, sans les nommer, les techniques de manipulation que l'on peut aussi bien souvent retrouver dans les discours idéologiques ou dans les discours politiques. Alors, si bien souvent les collèges ou les lycées en France continuent aujourd'hui encore de lire et de représenter la célèbre pièce de Jules Romain, Dr. Knock, c'est bien parce qu'elle doit contenir des outils d'analyse qui dépassent les circonstances de son époque. On peut en tirer une bonne leçon à n'importe quelle époque. Décoder la manipulation des discours idéologiques est bien entendu une volonté qui ne va que s'amplifier dans nos sociétés occidentales pendant le restant du XXe siècle et bien entendu dans cette première moitié du XXIe siècle. Le comique et l'humour vont donc jouer un rôle essentiel dans les textes choisis par les professeurs dans les programmes. La pièce de Jules Romain est en effet un grand outil pédagogique. Tout premièrement pour la richesse de son langage. La pièce de Jules Romain, Dr. Knock, est considérée comme fondamentale dans la tradition comique française et dans l'éducation littéraire des jeunes Français pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette pièce met en scène un personnage particulièrement emblématique du comique français, le médecin charlatan, que l'on avait déjà bien entendu vu chez Molière. Dr. Knock est un personnage manipulateur et machiavélique qui parvient à convaincre toute une population qu'elle est malade et qu'elle a donc besoin de ses soins. Cette thématique de l'illusion et de la manipulation est au cœur de la tradition comique et Dr. Knock est souvent étudié en classe pour son analyse des mécanismes de la manipulation, oui d'une part, mais également de la crédulité. En outre, la pièce de Jules Romain propose une réflexion plus large sur la société et sur la nature humaine. En mettant en lumière les personnages et les faiblesses des personnages, elle invite le spectateur à réfléchir sur les enjeux de la manipulation, de la domination et de la résistance. Ces trois thématiques sont particulièrement pertinentes pour les jeunes Français et les jeunes Françaises qui sont à un moment de leur vie où ils se construisent et cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Enfin, Dr. Knock est aussi une œuvre fondamentale dans l'éducation littéraire des jeunes Françaises et des Français car elle est considérée comme un classique du théâtre français. Pour son style, pour son langage, mais bien entendu pour sa construction dramatique, qui sont tous autant de points d'ancrage pour les jeunes lecteurs qui découvrent le théâtre classique et les œuvres incontournables de la littérature française. En résumé, on pourrait dire que la pièce de Dr. Knock de Jules Romain est fondamentale dans cette culture comique de la France et dans l'éducation littéraire des Français pour son analyse des mécanismes, sa réflexion sur la société et la nature humaine et son statut de classique du théâtre français. Alors je vais vous inviter à regarder justement cette version de 2017 avec Omar Sy parce que il est clair que Omar Sy est parfait pour le rôle de Knock en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, on pourrait parler du charisme et du talent d'acteur. Omar Sy est un acteur très très charismatique et talentueux, capable de captiver immédiatement le public avec son interprétation. Son jeu d'acteur est naturel et sa présence à l'écran lui permet de donner vie au personnage de Dr. Knock de manière extrêmement convaincante. Deuxièmement, la polyvalence. Alors, Omar Sy a déjà prouvé sa polyvalence en interprétant une grande variété de rôles dans sa carrière, passant du comique au drame avec extrêmement de facilité. Son expérience et son savoir-faire en font un choix idéal pour incarner un personnage aussi complexe et manipulateur que Knock, non vu qu'il sait justement mêler à la fois son charme et la manipulation. Troisièmement, la popularité et la reconnaissance. Omar Sy est un acteur très populaire en France, et non seulement en France, mais à l'international, ce qui lui confère une certaine légitimité et une grande visibilité pour incarner un personnage principal comme ce docteur. Sa notoriété contribue donc à attirer un large public vers le film et à lui donner une certaine crédibilité. Et ça, bien entendu, pour comprendre la culture comique, il faut aussi comprendre l'importance de ces figures. Donc, en résumé, Omar Sy est parfait, comme vous le verrez dans ce film, pour le rôle du docteur en raison de son charisme, de son talent d'acteur, de sa polyvalence, de sa popularité,
Tout ceci sont autant d'éléments qui lui permettent d'incarner de manière convaincante ce personnage complexe et manipulateur et hypocrite. Alors, parmi vous, beaucoup s'orientent vers des carrières d'enseignement, notamment d'enseignement littéraire, ou alors vous y songez de temps en temps, ou vous y êtes déjà, ou vous avez peut-être déjà une certaine familiarité avec ce texte. Même si vous êtes simplement parents, grands-parents, oncles, tantes, voisins, peu importe, vous partagez probablement des moments de comédie et d'humour avec des plus jeunes, avec des enfants ou des adolescents. Et c'est donc important de le faire pour leur enseigner la composition des discours. Dr. Knock est un texte, c'est une pièce, c'est aussi un film. Au-delà de ça, c'est une référence culturelle qu'il est peut-être important de vouloir justement transmettre et préserver. C'est un texte prototype qu'il est toujours facile de capter dans notre époque et qui ouvre la porte à de nombreux débats, avec la jeunesse notamment. La différence entre le monde rural et le monde urbain est également un sujet qui est soulevé dans cette histoire et qui peut intéresser les étudiants. Dans n'importe quel pays, nous pouvons reconnaître les mêmes tensions. C'est une occasion pour nous, qui sommes en phase de réfléchir à des solutions communes, à faire face à des problèmes qui traversent ces époques pour pouvoir justement établir des parallèles tout en distinguant les différences culturelles et les différences historiques. Alors, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est réfléchir à comment construire un plan de cours sur la pièce de Jules Romain. Comment utiliser ce texte? Comment utiliser ces représentations au théâtre? Ou quand bien même les lectures à haute voix en classe, ou alors les analyses de passages, les explications de texte, les films qui en ont résulté, les critiques qui s'en sont faites. Donc vous verrez, je vous ai préparé une petite activité où c'est plutôt à vous de me convaincre que ce texte mérite d'être enseigné et débattu. Donc j'ouvre donc ici le débat.